Que pensez-vous d'Éric Escoffier? Poser cette question à Chamonix, c'est vous attirer à coup sûr des haussements d'épaules, des sourires narquois ou des réponses genre « Escoffier, bon, il est un peu fou ». Et oui, ce Lyonnais de 27 ans dérange. Pensez donc, il touche à tout, pilote comme ici aux 24 heures sur glace, saute en delta, en parapente et crime des crimes, s'amuse avec la montagne en lançant des défis insensés, apparemment comme ça, sans réfléchir, et aussi sans se préparer sérieusement. Parfois, il réussit, souvent, il se plante. Tenez, son dernier truc, tenter sans repérage préalable l'enchaînement des 3 faces nord les plus célèbres des Alpes, les Guers, le Cervin et les Grandes Jorasses. Une folie. Aucune paroi n'ayant échappé aux piolets aux crampons de toutes sortes, de jeunes alpinistes frustrés de première se sont inventés leur conquête de l'inutile, l'aventure des records, c'est-à-dire la tentative d'enchaînement invraisemblable en un minimum de temps. À la tête de cette nouvelle espèce de conquérants, Jean-Marc Boivin, Christophe Profit et Éric Escoffier. Profit et Escoffier, qui au début 87, à quelques heures d'intervalle, ont essayé de réussir la trilogie Eiger, Cervin, Grande Jorasses. C'est le 11 mars à minuit qu'Escoffier part à l'attaque de l'Eiger. Hélas, comme il ignore tout de sa face nord, il progresse à l'aveuglette et malgré la pleine lune, ne trouve pas sa voie. Sagement, il abandonne et redescend au refuge. C'est là que nous l'avons surpris le jeudi 12 mars, à l'instant de son réveil. Il est 22 heures et malgré sa récente déconvenue, Escoffier est décontracté. C'est une permanence de son caractère, rien ne semble avoir d'influence sur lui. Pour ses détracteurs, cette indifférence apparente est un des signes de son manque de sérieux. En revanche, son équipement, bien que réduit au strict minimum, fait l'unanimité des spécialistes. Dans le sac à dos, 20 mètres de corde pour s'auto-assurer dans les passages très délicats, une lampe frontale, 5 mousquetons, un talkie-walkie, une paire de crampons, et côté ravitaillement, encore plus simple, 5 barres de chocolat et une boîte de boissons énergétiques. En temps normal, Escoffier ne resterait pas à l'écart, il apprécierait cette ambiance. D'ailleurs, à Cham, où il réside une bonne partie de l'année, il joue volontiers des prolongations avec ses amis tard le soir. L'Eiger, paroi mythique à la réputation exécrable. Depuis 1935 et la première tentative d'ascension, plus de 30 hommes y ont laissé leur vie. L'Eiger, vaincu le 24 août 1938 après 4 jours d'efforts par une cordée allemande et autrichienne. L'Eiger, austère, hostile, imprévisible. L'Eiger, qui pour Escoffier, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé, n'est pas une finalité en soi, mais une étape. Après, il y aura le Cervin, et puis encore après, les Grandes Jorasses. Au début de l'escalade, Escoffier est gagné par l'émotion. Le passé de l'Eiger trouble son esprit. Il a beau lutter pour se contrôler, l'angoisse le tient. Heureusement, pris par l'action, il finit par tout oublier. Il n'a plus qu'une obsession, gagner. Oui, il doit gagner. Se battre, ne pas fléchir. Être le plus fort, le plus fort. Malgré cette détermination, il se perd à nouveau. Et ce n'est qu'à l'aube qu'il peut enfin trouver le bon itinéraire. Cette fois, il fonce et avale les difficultés. La fissure difficile, la traversée Interstoiser, puis le premier névé, le deuxième névé et ses 300 mètres de glace dure. Par moments, Escoffier pense brièvement à Profit. Profit,
qui doit se trouver là, un peu plus haut. Leur présence simultanée sur l'effroyable Eiger est une simple affaire de hasard, de circonstances météo. À la petite Scheidegg, base de toutes les tentatives, la vie s'écoule tranquillement, comme à l'habitude. On se laisse glisser sur les pistes en étant persuadé d'être un caïd de l'effort physique. Mais on ignore l'exploit, le véritable exploit, celui d'Escoffier. On est au lieu-dit du bivouac de la mort. Comment tu te sens à cet endroit bien précis de la face? J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de neige pour voir dessous, mais... D'après tout ce que j'ai lu, il devrait bien y en avoir des morts, là. 11 heures du matin, Escoffier est aux 2 tiers de la face, et 300 mètres plus haut, Christophe Profit est au milieu de l'araignée. Christophe est au-dessus, c'est un peu une compétition entre vous deux. Il a fait les grandes Jorasses. Il va arriver au sommet d'ici 3-4 heures ou 2 heures. Après, il part au Cervin. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette compétition? Bah, c'est motivant, mais c'est pas quelque chose, c'est pas la compétition au sens péjoratif. C'est... Enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas de haine là-dedans, c'est purement amical, et puis si moi j'y arrive pas, tant pis, si lui y arrive, tant mieux. C'est Jean Afanassieff qui a apostrophé Escoffier. Afanassieff, premier Français au sommet de l'Everest, qui a fait l'Eiger avec son frère, et qui ici réalise ce film. Jean est déposé avec sa preneuse de son à différents points stratégiques qu'il a choisis, et pour Escoffier, cette présence, loin d'être un atout stimulateur, est plutôt un handicap. L'hélicoptère perturbe sa concentration et crée des turbulences. Mais l'aventure moderne est à ce prix. Tâche toujours délicate pour les pilotes. Troyer en pleine paroi n'est pas facile. Et émotion garantie pour Afanassieff. Première alerte pour Escoffier. Après l'euphorie du début, c'est le temps des douleurs. La rampe, passage clé est enneigée. Escoffier doit dégager le passage à coups de piolet, les prises rondes ne tiennent pas sous la main, les crampons ne mordent pas la fine couche et butent sur le rocher. Il est contraint de sortir la corde du sac pour s'auto-assurer. Afanassieff ne quitte pas sa proie. Pour lui, l'image d'abord. Il sait par expérience, pour avoir vécu des situations extrêmes en solitaire, que l'alpiniste d'aujourd'hui est condamné à une forme d'exhibitionnisme. Plus question de tenter l'exploit seul dans son coin et de le proclamer ensuite. La caméra est l'indispensable témoin.
La rampe, toujours. Escoffier ne s'en sort pas. Impossible de bien assurer ses prises. Les ressauts rocheux, verrouillés par des bouchons de glace, sont insaisissables. Il tâtonne, il perd du temps, mais ne se décourage pas. Il doit se battre, et il aime ça. Le temps file, et il met plus de 2 heures pour franchir quelques mètres. Et puis, c'est la traversée des dieux, l'un des lieux les plus fous de tous les sommets du monde. Un surplomb de calcaire sur 1500 mètres de vide. Ici, la roche est pourrie. Il est impossible de s'auto-assurer. Nouvel obstacle avec l'araignée et sa grande pente de glace. Escoffier, sentant le sommet à sa portée, oublie sa fatigue et repart de plus belle. Comme emporté par son élan, il se perd un peu dans les fissures de l'arête sommitale, arête qu'il atteint à 17 heures. Une demi-heure plus tard, il est au sommet. Un peu plus de 17 heures lui ont été nécessaires pour vaincre l'Eiger. Hélas, une victoire pour rien. Christophe Profit, parti 24 heures plus tôt que lui, est déjà en train de terminer la face nord du Cervin, 3e sommet de sa trilogie. Profit est donc le premier à avoir réussi en hiver l'enchaînement Grande Jorasse, Eiger, Cervin. Quand il apprend cette nouvelle, Escoffier décide de continuer, non plus pour un record, mais pour le plaisir. Zermatt, samedi 14, 8 h du matin. Escoffier rêve du Cervin, Afanassiev est inquiet. Bon, Michel, qu'est-ce qui se passe alors là? Eh bien, on va voir le temps qu'il fait au pied du Cervin. Et puis, je dois faire un vol de reconnaissance pour voir s'il n'a pas trop neigé cette nuit. Et puis Eric prendra une décision pour voir s'il peut y aller ou pas. Les skis, tu dis qu'ils sont où? À Stadt, machin, là? Des tunnels. Ouais. On a d'autres paires de skis ici, genre, non? Ouais, oui, il y en a dans la bagnole. Ouais. Alors, et toi, Eric, t'en penses quoi? Non, il faut aller voir de toute façon. Si c'est beau, tu tentes? Ouais. Bon, allez, alors, action, on y va. Allez. Yes, sir.
Avec la météo pourrie, il faut agir vite. Alors Escoffier gagne le refuge du Hornli en hélico. Il a neigé toute la nuit et la face nord du Cervin est entièrement plâtrée. Comme pour Leiger, Escoffier ignore tout de la face nord du Cervin qu'il va bientôt attaquer. Il avait refusé de les reconnaître auparavant. Pour justifier ce choix, il dit simplement « Je préfère le plaisir de la découverte. La pratique de la montagne varie selon de nombreux paramètres. Moi, j'ai envie d'improviser, c'est dans mon caractère. C'est là une différence essentielle entre profit et moi. » Vous voyez que là tu pars pour la face nord du Cervin. Ça te fait quoi là que Christophe ait réussi son truc? Tu la joues comment? Au contraire, c'est plus motivant. Mais là, le Cervin, c'est pas un problème. Il a neigé un petit peu, mais c'est pas gênant. Après, dans la Walker, ça risque d'être plus gênant. Mais pour le moment, on n'en est pas à la Walker. Donc là, je pense que je vais en avoir pour 6-7 heures, je sais pas, tout compris. Donc, mais là, ça va. Bon, le temps s'est dégagé, donc ça roule. C'est optimiste. Ouais. Bon, Là, pour la journée, tout va bien. Et ben, à tout à l'heure. à tout à l'heure avec bonne chance. Merci. Motivé et pressé par le temps, Escoffier gravit le premier tiers de la face à une allure étonnante. Tout va pour le mieux jusqu'à la rampe oblique. La rampe oblique. La neige tombée cette nuit est beaucoup trop importante. Il progresse au ralenti. Le froid, il fait moins 20 degrés, a tendance à engourdir ses membres. Il continue lentement, très lentement. À 18h, il est au niveau de la cabane Solvay, à 4000 mètres d'altitude. Encore 400 mètres à gravir, et la nuit qui est là. Au refuge du Hornli, c'est l'inquiétude. À la dernière vacation radio, Escoffier nous a dit qu'il était environ à l'altitude de la cabane Solvay, à 3900 mètres, donc encore très loin du sommet. Il ferait pratiquement moins 25 degrés. Dans la face, il doit faire encore plus froid. Il n'a pas d'équipement de bivouac, il est parti avec une seule paire de gants, pas de réchaud, pas de duvet, pas de tente. Donc l'hélico vient maintenant pour qu'on aille voir ce qu'on peut faire pour lui. Voilà. Vous avez C'est dans la cabine, hein. 20 mètres de corde. Oui, il est 20 mètres Ouais. sur l'hélico, hein. Ah ouais, d'accord. Jusqu'ici. Ouais. On peut pas. Ah, vous le treuillez, jusqu'ici vous l'amenez? Ouais. Ouf, dis donc. Escoffier refuse les secours. Fuck. Tu n'as pas contact avec lui, hein. No, because now he's climbing quite maybe fast. He try and he has no time to have Yeah, contact. but you know what he thinks? Yeah. That he climbs up to the top and then we get him with the helicopter at night, but we don't. Yeah, I know that, I know. Faudrait lui dire. If he wants to come down with us now or tomorrow morning at 7 o'clock if the weather is good. So that's 12 hours, minus 20 degrees, Yeah, I know. With nice and warm. what I can do. Yeah. And fuck. Ah, il veut pas, hein. J'ai descendu la corde et puis il me dit non, non, il veut continuer et puis il veut une offre et puis c'est tout, hein. Jean, là, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, l'hélico est monté pour le treuiller, ils ont lancé la corde. Il a dit qu'il voulait pas être treuillé, alors bon, ça me semble assez absurde. On va retourner avec eux, je vais y aller, voir si je peux avoir un contact radio, et puis s'il veut vraiment pas revenir avec nous, eh ben, on va essayer de lui envoyer un sac
avec du thé chaud et puis une veste un peu chaude parce que là, il n'a rien pour tenir le coup, quoi. Ça, faut bien... Ouais, il y en avait un tiens là. Tu disais qu'il avait encore un quart d'heure, c'est ça, pour intervenir? Bah là, le vol, il n'y a plus qu'un quart d'heure de possibilité parce que les gars, l'hélico, hein, c'est pas des mecs qui sont là pour venir constamment dans la façon du Cervin jouer avec leurs bijoux. Hein. Là, il est un peu tard et eux, ils tiennent leur peau aussi, quoi. Hein. Et ça, c'est un peu le problème, quoi. Hein. C'est un peu délicat parce qu'en fait, à un certain stade, c'est ennuyeux, quoi. C'est ennuyeux. C'est délicat. Escoffier a cédé, il a abandonné à 300 mètres du sommet. Mais ce n'est pas la raison qui l'a emporté, non. S'il a accepté le repli du secours, c'est tout simplement parce qu'il a laissé échapper l'un de ses 2 piolets en réceptionnant le sac d'équipement qui aurait dû lui permettre de continuer son ascension de nuit. Et alors, maintenant? Maintenant? Tu sais que les pilotes n'étaient pas contents, là, parce que la première fois ils sont montés, c'était pour te chercher quand je t'ai eu la Ouais, radio. Moi, je ouais. t'ai dit, bon, bah, c'est trop tard maintenant, on peut plus attendre, ou on descend maintenant ou jamais. Ouais, Et 600 mètres à le bivouac, on devait mal passer la nuit par moins 30. ouais, Alors les pilotes sont montés pour les treuiller après. ouais. Et pourquoi t'es pas allé avec eux alors? Bah parce que je voulais une frontale. Mais au début, tu voulais pas une frontale, tu voulais venir avec nous. Ah non, non. Au début, je voulais sortir. Mais bon, c'est mal compris. Quand je te l'ai dit, toi? Ouais. Non, là, quand je te l'ai dit, ouais, je t'ai dit, bon, bah, ok, parce que je savais pas où j'étais, en fait. Ah Et ouais. après, quand je suis arrivé à l'embranchement du couloir qui va sur Solvay, bon, bah, j'en avais pour peut-être une demi-heure à sortir là-haut. Il y avait le petit passage con au début, là, et puis après, le couloir, il est en neige tout le long. Et puis, ouais. Un échec, certes, mais qui n'ébranle aucunement les certitudes d'Éric Escoffier. Et même, si la méthode rigoureuse de profit offre plus de garanties de succès, la sienne, fondée sur l'instinct, est un art de vivre qui ne se discute pas. Aussi, Escoffier n'a pas à tirer de conséquences. Il a raté une trilogie, la belle affaire. Il pense déjà à une première himalayenne, la face sud du Lhotse. Et si c'était cela, le véritable esprit d'aventure?